Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Hier soir, place de la République, se tenait un rassemblement en soutien au peuple gazaoui, bombardé, affamé par Israël. Un rassemblement également pour accueillir celles et ceux qui sont montés à bord du Andala afin de contrer le blocus humanitaire imposé à Gaza par Israël. Le bateau chargé de denrées alimentaires, de couches, de lait infantile s'est fait intercepter dans les eaux internationales par les forces israéliennes. Les membres ont été détenus, puis certains ont été expulsés. Parmi eux, la députée française Gabrielle Catala, elle est avec nous aujourd'hui pour tout nous raconter. Témoignage exclusif tout de suite. Désolée. Bonjour Gabrielle Bonjour. Catala. Déjà, première question, comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. C'était difficile, mais je n'ai subi aucun mauvais traitement. Et surtout, je fais partie des premières personnes qui ont pu quitter Israël, à la différence de 7 camarades qui, à l'heure où on se parle, sont toujours détenus dans des conditions inhumaines, dans des cellules avec des punaises de lit, sans pouvoir sortir, où il fait 34 degrés, et sans information sur leur libération. 7 de ces camarades sont donc en attente d'être expulsés vers leur pays d'origine. Parmi eux, je vais avoir une pensée notamment pour Atem Awini, qui est tunisien, et donc qui est plus vulnérable que les autres parce que la Tunisie n'ayant pas de relation diplomatique avec Israël, il est sans représentation diplomatique, ce qui fait qu'on a moins de nouvelles de lui et qu'il est plus difficile d'obtenir des informations et de faire pression. On a également 3 Américains, toujours détenus. Les États-Unis, qui sont censés être le premier allié d'Israël, ne sont même pas allés voir leurs propres ressortissants, détenus dans des conditions inhumaines. Et je crois que même si c'est difficile, et je sais que c'est à ça que pensent les camarades, on ne doit jamais oublier que tous les risques qu'on a pris ou ce qu'on a vécu en Israël pendant un temps qui était, pour le mien en tout cas, limité, n'est vraiment rien par rapport à tout ce que subissent les Palestiniens, toutes les maltraitances, la torture, les intimidations qu'ils subissent. Il y a 10 000 Palestiniens enfermés en Israël de manière totalement arbitraire, sans procès, torturés, détenus sans peine, de manière parfois illimitée. La Croix-Rouge, le mouvement international de la Croix-Rouge ne peut même plus rentrer dans les prisons israéliennes et les conditions se sont dégradées après le 7 octobre puisqu'on a d'autant plus de Palestiniens torturés, donc c'est à eux qu'on doit penser avant tout. Alors, si on comprend bien, il y a eu plusieurs vagues d'expulsions. Il y a eu d'abord vous, ensuite il y a votre collègue, la députée au Parlement européen, Emma Fourreau, qui est arrivée hier soir sur le sol français. Il y en a encore 7 qui sont détenus dans les prisons israéliennes. J'aimerais un peu revenir en arrière. Il y a quelques jours, à quel moment précis avez-vous été intercepté par les forces israéliennes quand vous étiez à bord du Andala ? Nous avons été interceptés après 7 jours de navigation, samedi soir à 23 h, alors que nous étions qu'à 6 heures des côtes de Gaza. Il nous restait 54 miles, 100 km. Nous étions allés beaucoup plus loin que le Madeleine, qui avait été intercepté avant. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus écœurant et d'autant plus décevant d'être interceptés, alors que nous n'étions ni une menace, ni rien du tout pour Israël. Nous avions à notre bord du lait infantile, de la nourriture, des produits d'hygiène pour les enfants de Gaza. Et nous avons été interceptés, puis, comme l'équipage du Madeleine, kidnappés, enlevés et amenés contre notre gré en Israël, au port d'Ashdod. Le transfert a duré des heures puisque nous avons été arrêtés vers 23 h et nous sommes arrivés vers Ashdod. Je pense qu'il était 10 h du matin, on n'avait plus de montre, on n'avait plus de téléphone, donc il était difficile de savoir quelle heure il était exactement. Mais le transfert a duré plus de 11 heures pendant lequel l'armée israélienne a pris le contrôle du bateau et nous étions assis sur le pont inférieur avec nos gilets à attendre que tout cela passe. Et ensuite, nous sommes arrivés au port où nous avons été interrogés, fouillés, séparés. Donc tout ça a été très long. 41 heures de détention, c'est bien ça ? Oui, moi, je n'ai pas fait à proprement parler la détention. Je ne suis pas allé en prison israélienne. On a d'abord été bloqués dans le port d'Ashdod pendant plusieurs heures, où il y a eu un certain nombre de formalités. On nous a proposé de signer plusieurs papiers. Le premier papier qu'on m'a montré, c'était un document stipulant que j'étais détenu parce que j'étais entré illégalement dans une zone militaire protégée par Israël.
c'était écrit en hébreu, donc j'ai rien signé puisque je ne comprenais même pas ce qui était mentionné. Et dans tous les cas, comme les autres, je n'ai commis aucune infraction. Le deuxième document était un document pendant mon interrogatoire disant que j'allais être interdit de territoire pendant 100 ans et que pareil, j'étais entré illégalement en Israël ou dans une zone militaire. C'était en hébreu, j'ai rien compris, je n'ai refusé de le signer. Et un troisième document qu'ils m'ont proposé de signer, c'était mon propre interrogatoire, qui était pareil, un document en hébreu. Je ne comprenais absolument rien. Mon avocate avait déjà dû partir, ou il avait intimé de partir, donc elle ne pouvait plus me traduire le document, et donc je n'ai rien signé. Le seul document que j'ai signé, c'est un document disant que je voulais être expulsé dans les 72 heures, qui est le document qu'ont signé aussi les camarades après la nuit en détention. Moi, j'ai été emmené ensuite dans un commissariat. Enfin, d'abord, on était tous enfermés dans un camion de police avec des cellules, des sortes de séparation dans le camion. Après, j'ai été emmené dans un commissariat à l'aéroport, où j'ai été mis sur surveillance pendant plusieurs heures avec un policier qui me provoquait en me disant que je défendais les terroristes, enfin, que des propos plus stupides les uns que les autres. Et après, j'ai été emmené au centre de rétention dans l'aéroport Ben Gurion, qui est une salle où sont enfermés avec des policiers. Donc ça ne ressemble pas à proprement parler à une cellule, c'est une salle avec des néons, on est à la lumière et allumé en permanence, et où j'étais avec que des personnes que Israël va expulser. Donc il y avait 3 femmes sri-lankaises, 2 sud-africaines, un Moldave, un Indien, 2 Géorgiennes, et on était dans cette salle, et j'ai dû attendre dans cette salle, je pense, pendant 20h ou 21h, avant qu'ils m'expulsent dans l'avion Air France, qui était le lendemain à 17h. Et pendant ces 21h, il venait vous parler? Qu'est-ce qu'il vous disait? Pendant ces 21h, j'avais de fait rien à faire, parce que j'avais aucune affaire, plus rien sur moi. On était en grève de la faim, parce qu'on avait tous dit qu'on, politiquement, on refuserait toute nourriture venant d'Israël. Et donc pendant ces 21h, ils venaient nous parler. À un moment, ils m'ont amené pour me fouiller dans une autre salle et me refaire un scanner corporel, me refouiller tous mes sacs, toutes mes affaires, où ils m'ont reprovoqué en me disant que j'étais la complice de tous ceux qui assassinent les juifs et les musulmans, les juifs et les homosexuels, heureusement qu'Israël m'avait mise en sécurité en m'arrêtant sur le bateau. Enfin, c'était que des propos comme ça, récurrents, un peu toujours les mêmes. Et ils faisaient aussi en sorte de jamais vraiment répondre à nos questions, parce que moi, on m'a mis dans cette salle. Je ne savais pas si j'allais être expulsée le soir même, le lendemain matin, le lendemain après-midi. En tout cas, sans aucun membre du Handala. Voilà, au début, j'étais complètement seule. Et ensuite, d'autres sont arrivés. Donc j'ai vu arriver le camarade Antonio, Jacob, Mohamed, Wad, qui sont arrivés. On a tous été expulsés au fur et à mesure. Donc d'abord Antonio qui a dû partir, puis Jacob, puis Mohamed et moi vers la France, et Wad qui a été expulsé ensuite vers les États-Unis. Mais on n'a eu aucune information. Moi, ils m'ont dit, je pense, quelques heures avant, que mon vol était bien à 16h30, puis après il était en retard. Mais sciemment, ils entretenaient le flou sur quand est-ce qu'on va pouvoir partir. Voilà. Alors pour qu'on comprenne bien, le consul est intervenu, mais vous n'avez pas senti de pression politique? Non, le consul de France est venu nous voir, les autres ressortissants et moi, puisque nous étions 6 Français. Mais le consul de France, c'est un agent du ministère des Affaires étrangères qui fait son travail, qui était très agréable avec nous, il n'y a eu aucun souci, qui nous demande si ça va bien pour transmettre l'information sur notre état de santé et notre état psychologique à notre famille. Mais à aucun moment, nous avons fait l'objet d'un traitement de faveur où il y a eu des pressions pour nous libérer plus tôt. C'est-à-dire c'est juste, on a suivi la procédure prévue par Israël. Et donc, à aucun moment, M. Macron et M. Jean-Noël Barrot n'ont condamné l'arrestation illégale, puisque nous avons été arrêtés dans des eaux internationales comme le Malines, qui est totalement interdit. Et si nous étions allés plus loin, nous serions arrivés dans les eaux palestiniennes, parce qu'au regard du droit international, les eaux qui sont en face de Gaza sont des eaux qui appartiennent à la Palestine, sur lesquelles Israël n'a aucune souveraineté. Donc M. Macron n'a à aucun moment condamné l'arrestation des Français, dont 2 élus, dont ma collègue Emma Fourreau, qui avait un passeport diplomatique puisqu'elle est députée européenne. M. Jean-Noël Barrot n'a rien fait non plus, il a fait seulement 2 tweets. Le premier, lorsque nous sommes partis pour dire que c'était une initiative irresponsable et dangereux d'aller vers une telle situation humanitaire, comme si le danger ne venait pas d'Israël. Et le deuxième tweet pour dire que nous étions une opération marketing à des fins politiques. Alors, opération marketing, c'est pas nécessaire, c'est complètement stupide,
Mais effectivement, oui, je lui confirme que c'est une opération à des fins politiques, puisque les flottilles de la liberté qui existent depuis 2008, puisque le blocus a été mis en place en 2007, c'était le 37e bateau, sont mises en place pour faire de la communication politique sur ce blocus, pour le briser, pour ne pas invisibiliser le sort du peuple palestinien et les crimes qui sont commis contre le peuple palestinien, pour briser ce blocus et pour amener une aide humanitaire dont on sait qu'elle est symbolique. Mais c'est évidemment une opération politique. Donc voilà tout ce qu'a fait la France pour nous, 2 tweets pour essayer de nous décrédibiliser. Et la France ne nous a à aucun moment apporté un seul soutien. Rien n'a été fait par le gouvernement français pendant que vous étiez en détention en Israël. Une fois que vous êtes rentré, Gabrielle Catala, je le rappelle, vous êtes élue, vous êtes députée française de la France insoumise. Est-ce qu'on vous a contacté? Non, personne ne nous a contacté. On n'a pas pris de nouvelles? Les seules personnes qui ont pris de mes nouvelles, c'est évidemment mes proches et mes camarades de la France insoumise, plus certains militants de la cause palestinienne. Mais sinon, non, aucune personne du Quai d'Orsay n'a pris de nouvelles. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un drame qui s'est passé pendant cette période. C'est Chris Small, c'est un Américain qui est connu pour son rôle très actif dans la création du premier syndicat d'Amazon. Il était donc à bord du Andala. Lui aussi a été arrêté par les autorités israéliennes. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors Chris a été dès le début mis de côté, c'est-à-dire que quand on est arrivé avec le bateau qui nous ont fait accoster de force à Ashdod, c'était démesuré, il y avait entre 10 et 15 personnes qui nous prenaient en photo, qui nous filmaient, il y avait des caméras, il y avait une 50aine de policiers sur le quai. Et on a été chacun appelé à sortir du bateau. Et lorsque Chris a été appelé, moi j'étais déjà dans une salle un peu plus loin, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on était tous dans cette salle, sauf Chris, sauf Bob et Oueida. Oueida et Bob ont la citoyenneté israélienne en plus de la nationalité américaine. Ce sont des binationaux, ils ont été tout de suite mis de côté parce qu'ils seront poursuivis en Israël, non pas pour être entrés illégalement sur son territoire, mais pour complicité de terrorisme ou des choses comme ça parce qu'ils étaient sur le bateau. Donc ils ont été tout de suite convoqués dans un commissariat de police et poursuivis sous une procédure pénale et non pas une procédure comme nous administrative. Et Chris a été pris par 5 hommes brutaux, policiers, ils avaient tous des cagoules un petit peu ici. On précise quand même que c'était le seul homme noir du bateau. Ce n'était pas la seule personne racisée, mais c'était le seul homme noir du bateau. Et donc ils ont pris Chris à partie, ils l'ont saisi violemment, et nous n'avons plus revu Chris pendant un très long moment. Et nous l'avons réaperçu lorsque nous étions assis à attendre chacun nos interrogatoires. Bien sûr, il lui avait retiré tous ses bijoux, toutes ses affaires. Et il avait l'air vraiment d'être un petit peu sonné, il avait l'air très mal. Et nous avons eu la confirmation ensuite, quand ses avocates ont pu le voir en détention, il avait des traces d'étranglement, des bleus sur les jambes et sur le dos. Il a été tabassé par l'administration pénitentiaire israélienne. Et donc ça nous montre, une fois de plus, que Israël est un pays structurellement raciste. Le racisme est présent à toutes les échelles de cet État. Parce que s'ils avaient voulu montrer qu'ils sont une armée morale, là en l'occurrence c'était plus l'armée, c'est les services de l'immigration, mais un État moral, ils auraient mieux fait, peut-être c'était plus intelligent de ne pas s'en prendre au seul homme noir du bateau. Mais non, ils sont évidemment dépassés par leur racisme, ils ne peuvent pas s'en défaire, et donc ils ont tabassé et étranglé le seul homme noir qui était avec nous. On va également rappeler l'objectif de cette traversée. Vous avez eu Gabrielle Catala il y a quelques jours avant votre départ pour Gaza et vous le disiez, je monte à bord du Andala pour les enfants gazaouis. Oui, la mission, le nom Andala déjà, c'est le petit dessin de l'enfant qui est de dos en haillons et qui se retournera que lorsque la Palestine sera libre. Et notre mission était pour les enfants de Gaza, c'est pour ça que nous portions du lait infantile, des produits d'hygiène, des produits alimentaires pour les enfants, notamment parce que le sort des enfants, normalement, n'est pas censé laisser les personnes indifférentes, c'est censé susciter un minimum d'empathie. On a bien vu que non, puisque y a des personnes qui pensent qu'1 million d'enfants affamés, qu'une classe qui disparaît par jour en termes de morts, ce n'est rien, que des enfants qui n'ont plus de parents parce qu'ils sont orphelins, des enfants amputés. Il n'y a jamais eu autant d'amputés en 2 ans que dans tous les conflits mondiaux. En 4 mois, on a eu autant d'enfants assassinés par Israël qu'en 4 ans dans le reste des conflits mondiaux. Et donc, notre mission était pour les enfants de Gaza, pour dire que ces enfants ont droit, comme tous les enfants,
à ce que leurs droits soient respectés, ils ont droit à un futur, ils ont droit à la dignité. Et c'est pour ça que nous transportions avant tout des produits pour eux et que notre communication est orientée sur les droits de l'enfant. D'ailleurs, Gabriel Catala, votre cargaison, votre chargement... Ah, ils ont tout saisi. Ils donc les couches, les infantiles... Ils saisissent tout. Ils ont même volé certaines de nos affaires, d'ailleurs. Non, ils saisissent tout. Il faut que les gens se disent que lorsque le Andala est saisi, nous ne reverrons sûrement jamais ce bateau. C'est-à-dire que le Madeleine, pour l'instant, n'a jamais été revu. Et ce que fait Israël, c'est soit il démantèle les bateaux, soit il les saccage, soit ils les vendent, soit pour ne pas payer la location dans un port, parce que c'est comme un port, c'est comme un parking, ils coulent les bateaux. Donc il y a déjà des bateaux, des flottilles de la liberté qui ont été coulés par Israël. Donc c'est dire l'inhumanité de ces gens qui nous proposent des sandwichs pour leur communication lorsqu'ils nous arrêtent, alors qu'ils affament des enfants, et qui ensuite vont aller jeter, voler ou faire disparaître de la cargaison qui était destinée à des enfants qui meurent de faim. D'ailleurs, on va peut-être rebondir sur les 2 camions humanitaires que la France va donner à Gaza. Alors la France, oui, a annoncé livrer 40 tonnes vendredi par largage aérien. Premièrement, c'est très dangereux, c'est dénoncé par MSF, parce qu'un pont aérien, c'est censé être organisé correctement. Donc il faut sécuriser au sol la réception des marchandises qui arrivent avec des parachutes. On a vu d'ailleurs que depuis le début de la semaine, certains pays font des largages aériens. Certaines marchandises sont tombées dans la mer, et donc les personnes ont dû aller dans l'eau récupérer des produits qui étaient devenus inconsommables. D'autres sont tombées très loin de l'endroit où elles auraient dû aller parce que Israël a concentré les Palestiniens de Gaza sur moins de 12% du territoire et certaines marchandises ont été livrées dans des endroits militaires où les personnes sont en danger si elles vont chercher ces marchandises. D'autres peuvent tomber sur les personnes. Et donc déjà, il y a un problème de se féliciter de ce genre de largage irresponsable alors même que la France ne fait rien pour briser le blocus terrestre et maritime et qu'il y a des dizaines et des dizaines de camions qui attendent à la frontière, notamment égyptienne. Et ces 40 tonnes, pour que tout le monde ait bien compris ce que ça représente, 40 tonnes, c'est l'équivalent de 2 camions. Donc c'est ridicule. L'ONU dit qu'il faut entre 500 et 600 camions par jour, et la France va donner en une seule fois, vendredi, 2 camions, soit 0,4% de ce qu'il faut par jour pour nourrir 2 millions de personnes. Et enfin, il ne faut pas se réjouir que les Palestiniens de Gaza dépendent de l'aide humanitaire, parce que le but, c'est quand même qu'ils aient le droit à l'autodétermination, qu'ils ne soient pas un peuple passif qui attend de l'aide, et les Palestiniens pourraient très bien être autonomes si on les laissait pêcher, si leurs terres agricoles et leurs serres n'avaient pas été détruites, et si ce blocus qui est en vigueur depuis 2007 n'existait pas. Donc l'aide humanitaire est censée être transitoire, c'est censé être limité dans le temps, mais ensuite il faut absolument que les Palestiniens soient libres et des moyens d'autodétermination. D'ailleurs, Emmanuel Macron va reconnaître, il l'a dit, cette fois c'est sûr, l'État palestinien au mois de septembre. Qu'est-ce que vous pensez de ce timing ? C'est un timing très tardif. Nous, on la Palestine, c'est une demande de reconnaître la Palestine, c'est une demande qui existe depuis des décennies. Monsieur Hollande avait promis de le faire. Monsieur Macron n'a rien fait depuis 21 mois. Dans les faits, en réalité, la France entretient déjà des relations diplomatiques avec la Palestine comme si c'était un État, puisque nous avons une ambassadrice de Palestine à Paris. La Palestine fait partie de l'UNESCO. La France, M. Macron discute avec M. Mahmoud Abbas, qui est le dirigeant de l'autorité palestinienne. Et ce n'est pas reconnaître la Palestine, surtout en septembre, alors que ça devrait être fait immédiatement, qui va stopper le génocide. Ce qu'il faut, c'est des mesures, des sanctions beaucoup plus fortes. L'embargo sur les armes, les sanctions financières, diplomatiques et économiques contre Israël, la suspension de l'accord entre UE et Israël, la suspension des accords d'université. Voilà, la France a les moyens, exactement. Et c'est incroyable le nombre de choses qu'on pourrait faire qui ne sont pas faites. Le fait même de suspendre les accords entre les universités françaises et israéliennes, d'arrêter d'inviter des propagandistes israéliens à la télé française. Comment on peut encore accepter que l'ambassadeur d'Israël en France ou que Olivier Rafovitz, qui est le porte-parole de l'armée francophone, soit encore invité cette semaine sur BFM. Quelques jours. Voilà. Tout ça, il faut arrêter. Mais les premières mesures, c'est la rupture de l'accord d'association entre Israël, l'embargo sur les armes, refuser les transits d'armes par la France, par l'aéroport de Roissy ou par les ports français, mettre en place des sanctions contre les 4000 soldats israéliens, 4000 soldats français ou franco-israéliens qui agissent à Gaza
et qui commettent des crimes avec l'armée israélienne, qui sont complices de ces crimes. Il faut accueillir les blessés, il faut mettre en place un pont aérien humanitaire correctement organisé. Il faut que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, prenne des initiatives pour sanctionner Israël auprès des Nations Unies. La France pourrait même demander aussi auprès de l'Assemblée générale un vote pour que des casques bleus sécurisent l'arrivée de l'aide humanitaire par voie maritime ou terrestre. Il y a tout un ensemble de mesures en droit international et en droit national que la France pourrait prendre et qu'elle ne prend pas. Gabriel Catala, il y avait un rassemblement hier, place de la République. Il y en a un autre également samedi. Oui, samedi, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir à ce rassemblement qui est à 14 h, place de la République, à l'appel d'Urgence Palestine et de nombreuses associations contre le génocide, contre la famine, pour le cessez-le-feu, pour que la France prenne des sanctions à l'égard d'Israël. Et les passagers, l'équipage de la flottille sera également présent pour exiger la libération de tous les camarades qui sont encore détenus par Israël. Le peuple a encore une marge de manœuvre, selon vous? On a compris que le gouvernement était inactif. Le peuple, lui, peut? Oui, parce que si M. Macron reconnaît aujourd'hui, annonce reconnaître l'État de Palestine, c'est que parce que nous avons fait pression. Si M. Jean-Noël Barrot a un peu amoindri son discours et utilise des termes que nous utilisions depuis des mois, c'est parce que nous avons fait pression. Si des armes n'ont pas été livrées à Israël, c'est parce que des syndicalistes les ont bloquées à l'aéroport de Roissy ou dans le port de Fos-sur-Mer, près de Marseille. Ils ont bloqué les cargaisons. Et si nous parlons du génocide, que nous rappelons tous les jours que le droit international doit être respecté, la justice internationale doit être respectée, c'est parce que des gens, comme mes camarades et moi, sommes allés sur un bateau pour porter la voix des citoyens et de tout ce que les gouvernements ne font pas. Donc il faut continuer à se mobiliser. Je sais que ça peut paraître un peu désespérant et que les manifestations se succèdent et le génocide atteint un stade final d'anéantissement, d'extermination qui est absolument abominable. Mais il faut continuer à se mobiliser parce que ce n'est qu'avec la pression populaire que l'opinion a réussi à basculer et qu'en France, M. Macron est mis en minorité, M. Macron et son gouvernement sont mis en minorité sur la question palestinienne. Gabriel Catala, vous êtes député LFI. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, le surlendemain de votre libération par l'État israélien. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur les médias.